Vous écoutez Julie Taylor à Julie et compagnie. Aujourd'hui, notre invitée est Maude Rondeau. Maude Rondeau, fondatrice et propriétaire de l'entreprise Luminaire Authentique ici à Cowansville et à travers le Québec et bientôt à travers le monde. Bonjour Maude, comment ça va? Bonjour, ça va super bien, merci. Merci d'être là, Maude. Bien, ça fait plaisir. Merci de l'invitation. On est tout content d'entendre ton parcours parce que ce que j'entends, c'est que t'es pas de la région, mais tu t'es installée dans la région. Je me suis installée il y a 10 ans, 11 ans dans la belle région. Puis je regrette pas du tout. En fait, j'ai découvert complètement une nouvelle vie, une nouvelle façon de vivre. C'est quand même magnifique ici, la nature. Il y a tellement à gagner. Est-ce que ça inspire tes créations? C'est sûr que ça me laisse beaucoup plus d'espace à la créativité. Moins de bruit, moins de stress, moins d'agressivité. Quand je parle de bruit, c'est le trafic, fait on a tellement plus de calme et ça donne une ouverture naturelle à avoir des idées plus claires, à être plus concis, puis à être plus zen avec soi-même aussi. Oui. D'une part, la nature qui nous inspire, mais je pense aussi un rythme de vie complètement plus calme nous permet d'être moins agité mentalement puis de répondre à plein de choses, que ce soit dans nos horaires, les personnes autour de nous, donc ça aide beaucoup. Maude, parle-moi un petit peu, si tu veux, on parle de créativité, de design. Quand est née ta passion? Et parle-moi un peu de ta petite enfance, la nature, le design, y a-t-il des choses que tu peux tisser? Oui, ma mère, c'est une artiste. Donc, c'est sûr qu'on a vécu autour de l'art. Elle a travaillé en cinéma, artiste peintre. Donc, depuis très, très jeune âge, j'ai vécu dans ce monde-là. Puis c'est toujours quelque chose pour moi qui était une habitude, qui était constant, qui était là, qui était présent, jusqu'à temps que ce n'était plus, étant donné que j'ai fait un parcours en business, mais après ça, je suis tombée dans la représentation commerciale. J'ai voyagé beaucoup, mais ensuite, je me suis éloignée de cette création, de cette nourriture ou le sentiment de créer quelque chose. C'est de là que ma passion de créer ou je dirais peut-être plus le besoin qui m'a rattrapée à 33 ans, de vouloir avoir un besoin fort de créer de mes propres mains ou de faire quelque chose ou de venir nourrir cette petite flamme qui était un peu éteinte, là. Je comprends. Alors, ta mère elle avait quand même un profil de travailleur autonome à travers tout ça, je devine. Oui, en effet, travailleur autonome. Écoute, elle est retournée mère monoparentale aussi. On n'a pas eu un parcours, on vient pas d'une famille riche, donc on a dû aussi adapter notre créativité à s'amuser avec les choses simples. J'aime tellement entendre ça, Maude, parce que je pense qu'un profil entrepreneurial, ça vient de... Le parcours que ta mère a pris t'a permis de développer plein d'aptitudes. Complètement. Au quotidien. Parce que si je reviens un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, vivre à la campagne nous permet de faire des choix différents. Puis j'ai élevé mes garçons à la campagne ici à Knowlton. Là, on a les écrans qui sont omniprésents. Mais les écrans, à l'époque, c'était le téléviseur. Et j'ai choisi de débrancher le téléviseur en me disant, j'ai pas autant de millions de dollars pour rendre le voice box qui est Julie, la maman des enfants, intéressant que tous ces publicitaires. Alors, je me suis dit, je vais pas compétitionner avec ça, je vais être enfouie. Alors, j'ai débranché. Et ce qui m'amène à ce que tu dis, en effet, on a trouvé dans la simplicité plein de façons de découvrir un rapport à soi puis un rapport au quotidien. Les enfants ont eu une belle fondation grâce à ça. Ce que j'entends, c'est que toi aussi. Et ta maman monoparentale, ça a amené l'aventure dans ta vie, j'imagine? Ça a amené beaucoup d'aventures. On s'est promené beaucoup. On a fait à peu près tous les quartiers de Montréal. Est-ce qu'il y en a un que tu as préféré plus que d'autres? Définitivement le Myland. Parce que tous les parcours, les milieux qu'on a fait auparavant, c'est des quartiers peut-être un peu plus rough. On est allé, mettons, dans Saint-Henri, on a fait le quartier Centre-Sud. C'était difficile. Puis on allait à l'école au centre-ville, à l'école Face. Puis dans ce temps-là, je pense à partir très jeune âge, on prenait le métro et l'autobus toute seule. Donc, quand on s'est installé dans le Myland, c'est là qu'on a réalisé à quel point l'impact du quartier a
un impact sur notre vie. Tu sais, moi, c'est ce que je connaissais. Donc, mais c'est quand je suis arrivée dans le Myland d'avoir une petite fruiterie, la petite poissonnerie, d'avoir des artistes, d'avoir un quartier qu'on se sent aussi en sécurité. C'est ce que je me rendais compte de ce que je vivais. Mais pour moi, c'était normal d'être dans un environnement qui est un peu trash puis qu'on ne se sent pas nécessairement en sécurité. Oui. Je comprends très bien. Face, c'est une merveilleuse école aussi pour permettre à l'individu de grandir calqué sur qui il est et dans une communauté de familles qui partagent cette vision-là de l'individu dans le monde. Mes enfants sont allés à Face, puis je pense que c'est une belle pierre angulaire de leur développement également. Oui, puis c'est sûr que ça vient toucher tellement d'aspects de créativité. T'sais, on touche à l'art, la musique, le chant. C'est très important. C'est très... il y a beaucoup d'autonomie. Oui, on est laissé très jeune à être seul. On a plusieurs professeurs. Je pense que ça vient vraiment faire les traits de caractère qui est différent de, mettons, l'école traditionnelle. Je suis d'accord avec toi. Puis, on a un sentiment de communauté à l'école Face. Complètement. Quand on parle en tout cas, on pourrait s'éterniser là-dessus. Alors... J'ai mis mon parcours à Face. Merveilleux. Puis là, ton entreprise, tu l'as démarrée où? Cette dernière entreprise, parce que dans ton parcours, tu as eu différents moments où, peu à peu, ça t'a amené à faire une pause et réfléchir sur tes valeurs. Comme je disais, après avoir été en business au Collège La Salle, je suis tombée dans la représentation commerciale. J'ai travaillé pour des marques, j'étais plus dans la mode, plus précisément dans la chaussure. Puis, ce qui m'a permis de voyager beaucoup jusqu'à un certain moment que je me suis rendu compte que que je nourrissais pas mon âme intérieure, qu'il y avait aucun plaisir où je sentais que c'était vendre des chaussures. Qu'est-ce que j'apporte dans le monde? Qu'est-ce que je nourris? Oui, c'est un paycheck, mais j'avais besoin de sentir que j'avais fondé quelque chose ou que je créais quelque chose qui me parlait ou qui allait faire vivre une expérience. D'où vient l'idée de Luminaire Authentique. Pour moi, c'était hyper important de pouvoir offrir un produit design local, mais accessible. Il n'y a pas 1 million de chemins. Le but, c'est de couper l'intermédiaire. Donc, c'est de faire du design à la fabrication à la vente. Il y a quand même des complications à ce chemin-là. On peut avoir des valeurs et souhaiter offrir quelque chose fait au Québec et complètement échouer financièrement parce que le coût de l'inventaire, le coût de s'approprier les choses. Ensuite, accès aux ressources québécoises. Donc, il y a ça où on importe, où on fait faire quelque chose, on devance de beaucoup les saisons de livraison. Donc, on doit se fixer sur des styles avant ce qui est plus tendance. On a moins de flexibilité. Puis, ça devient des produits importés. Selon moi, là, c'est une fourche dans la route. On veut parler d'un produit québécois fait au Québec, mais de le faire et de réaliser ses objectifs dans un budget raisonnable, si j'ose dire, parce qu'il y a tout le warehousing, le turnaround. J'utilise des termes en anglais. Veux-tu me corriger? Je comprends les termes en anglais aussi. Oui, OK. Donc, turnaround, c'est warehousing, l'inventaire qu'on tient, puis... Les délais de livraison sur un produit fait sur mesure. Ça, c'est un grand défi. Alors, j'imagine que même dans tes valeurs puis ton souhait, être authentique, à faire quelque chose au Québec à partir d'une matière québécoise, c'est pas à tout le monde de relever ce défi-là. Parce qu'il y a plein d'endroits où on peut déraper et pas avoir ce succès matériel-là et financier d'une présence réelle dans le marché québécois. C'est sûr. C'est pas le parcours le plus simple là, que j'ai pris. C'est un challenge. Ça continue à être un challenge aussi. C'est de revenir aussi toujours à ses valeurs personnelles. Je fais des choses qui correspondent, qui viennent me parler puis qui respectent mes valeurs. Pour moi, c'est important d'offrir un produit québécois, donc d'utiliser des matières qui sont dans un rayon respectif aussi, d'encourager d'autres entreprises à grandir puis à se faire connaître aussi au Québec. Donc ça, pour moi, je suis super fière de ça. Par contre, c'est sûr qu'il y a un challenge parce que le prix, on utilise du verre soufflé à Fredericksburg. On utilise nos abat-jours, l'aluminium qui est repoussé à Montréal. Donc, on compétitionne avec des produits que j'appelle la consommation rapide, que le prix, c'est impossible de pouvoir compétitionner. Donc, il faut vraiment trouver sa niche. Nous, notre façon, notre message vient vraiment par rapport à l'expérience qu'on offre. Donc, la personnalisation.
Le client peut vraiment tout personnaliser de A à Z de son luminaire. Donc, il s'approprie son design. C'est de lui laisser cette ouverture, autant pour le architecte designer, autant que pour monsieur, madame, tout le monde qui désire avoir des luminaires faits au Québec dans leur maison. Hey, allô! Avez-vous des idées ou des questions à me partager? Aimeriez-vous être mon invité à l'émission? Juste allez sur julietaylor.ca et laissez-moi un message. Merci. Maude, je t'interromps parce que ce que je vois, c'est quelque part ton expérience d'avoir besoin de te réapproprier ta création. C'est un peu le package que tu offres. Il y a un produit à la fin de ça, il y a un besoin rempli, mais il y a aussi un besoin au niveau de la personne de lui offrir l'occasion de se réapproprier ce processus-là, n'est-ce pas? C'est right on. C'est vraiment... c'est ce manque-là de la fille à 33 ans qui était comme, mais attends, comment je nourris ma petite flamme intérieure qui a envie de créer. T'sais, on pense souvent à aller faire de la poterie, on pense à aller faire un cours d'art, mais des fois, c'est un peu insécure de partir d'une feuille blanche. C'est pas donné à tout le monde. On le reconnaît pas tant, mais un exemple vraiment simple que je peux donner, c'est Céramique Café sur Saint-Denis. Je pensais à ça quand tu me disais faire de la poterie. Mais, tu sais, tu n'as pas besoin de designer un modèle. Tu pars pas d'une feuille blanche, tu as une forme, tu viens de personnaliser, puis ensuite, c'est à toi, c'est toi qui l'as créé. Ce petit sentiment de venir nourrir la création en soi relève un peu le côté enfant qu'on fait renaître, puis qu'on a tous à l'intérieur. C'est juste de l'éduquer ou de le nourrir. Fait que c'est un peu comme ça que je vois les boutiques qu'on offre, je le vois comme un magasin de bonbons pour adultes. Tout à fait. Puis les couleurs il y a de plus en plus de choix de couleurs. J'ai l'occasion de passer souvent à ta boutique. Puis j'ai adoré ta collection organique. Mm-hmm. J'ai trouvé que les sconces, puis ensuite quand tu as amené une pierre aussi. Maintenant, tu es dans autre chose parce que tu continues d'évoluer, mais c'est très charmant. C'est absolument charmant. Alors, on revient au processus de création, par exemple, et tu offres ça à des clients. Ta clientèle, est-ce qu'elle a un certain âge? J'essaie de faire un profil d'une personne qui a besoin et qui se donne le droit de revenir à cette création-là. Mm-hmm. Est-ce que tu reconnais un segment, une fourchette d'âge plus que d'autres? Oui, mais on est quand même chanceux parce que notre fourchette d'âge va vraiment de 25 à 45. Absolument, on est assez... Le 25-35, là, c'est le premier condo, c'est la jeune famille. On est assez accessible pour que cette personne s'offre un luminaire authentique qui vienne le personnaliser. Ensuite, on a la clientèle où est-ce qu'ils sont un peu plus aisés. Donc, on va avoir le 45-55, sont rendus à leur maison, ils font une rénovation complète. Donc là, ils vont pouvoir vraiment s'approprier les luminaires pour l'ensemble de la maison. Oui. Je pense que peut-être la clientèle de 55 ans pense à son legacy, son forever home. Absolument. Alors, à ce moment-là, ils abordent ça de façon plus spirituelle, je pense. C'est un terme que j'utilise pour dire c'est un petit peu plus sérieux, c'est un petit peu plus réfléchi. J'imagine, est-ce que tu vois c'est des couples probablement qui sont dans ce processus-là? C'est des couples et des personnes seules aussi. Mais oui, c'est souvent un processus de couple qui vient avec un peu une thérapie aussi autour de ça. C'est ce que je pensais, parce que je sais que le processus créatif peut ouvrir un dialogue intérieur, avec soi-même, parce qu'on doit dépasser nos embûches ou enlever des fils d'araignée. Puis ensuite, à deux, thérapie de couple. C'est thérapie de couple, oui. C'est pour ça qu'on offre ce service aussi d'accompagnement. C'est tous des designers d'intérieur qui travaillent dans nos boutiques. Mais on veut laisser aller aussi le client prendre ses propres choix. On est là pour les guider, mais on veut que ça vienne nourrir justement le côté en soi, enfant, la petite création, l'expérience que ça fait vivre. Puis c'est ça. Nous, on est là vraiment pour les guider dans ce parcours de création parce que ça peut être insécurisant. Il y a tellement de choix. C'est notre force, mais ça peut devenir aussi une faiblesse étant donné que si le client il est insécure. Il s'embourbe trop. Exactement. Il y a beaucoup trop de choix. Fait qu'on essaie de simplifier les choses aussi, tant dans notre site web qu'on vient de refaire au complet pour vraiment le rendre le plus simple possible pour le client dans l'accompagnement du processus. Oui. Bien, parle rapidement de l'accompagnement du processus. Alors, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'on embarque le moins possible dans le monde de l'autre pour le laisser s'épanouir et se découvrir, mais ça prend des gens formés. Est-ce que c'est toi qui fais l'embauche? Ça doit prendre des gens particuliers pour être capable d'être à l'écoute, mais bien guidés.
c'est sûr. J'ai la chance d'avoir une équipe extraordinaire. Puis, je pense que c'est, comme je disais, c'est important d'avoir une personne qui a ce côté créatif à l'intérieur, mais c'est d'avoir un côté humain très fort, puis d'être aimé travailler avec le public. Oui. Il y a oui, l'expérience du designer de l'intérieur, mais c'est de l'hospitality. C'est vraiment d'être capable d'accueillir la personne, puis on a tous un peu la même voix, d'être accessible, mais à tous les niveaux. Au niveau aussi de la personne, au niveau... on accueille les gens comme si on les accueillait chez nous. On veut que le client se sente bienvenu, qu'il se sente à l'aise tout de suite. Ton modèle d'affaires, j'ai lu que tu as fait des genres de magasins à l'intérieur de magasins. Puis, tu faisais tes présentoirs, puis tu avais des tablettes. Des tablettes pour que les gens puissent aller en ligne et commencer à se faire une idée de ce qu'ils souhaiteraient. Puis vous offrez un soutien chat. Est-ce que je me trompe? Raconte-moi comment ça marche. En fait, c'est une boutique qu'on appelle Shop in Shop, qui est un concept que j'ai créé suite à la pandémie, qu'on a fait beaucoup de rencontres virtuelles. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le client, ça fonctionne très bien, faire les rencontres virtuellement. On utilise la technologie qui existe déjà, mais il ne pouvait pas voir, toucher le produit. Donc, c'est un concept qu'on a fait que c'est dans une autonomie. Le client est là, peut aller dans certains points de vente à travers le Canada, puis peut aller vraiment voir toute la sélection des matériaux, des modèles. On a développé une application où est-ce que ça met en relation avec tous nos conseillers à travers les boutiques. Donc, s'il y a une question, s'il y a besoin d'être accompagné, mais ça reste qu'on veut toujours être là. Le côté humain est très important. C'est juste de donner notre extension au niveau de l'offre et d'avoir nos produits accessibles plus proches de eux, tout en ayant notre expertise basée à Cowansville. Fait que je trouve que c'est plus intéressant aussi au niveau de communauté que d'avoir des personnes qui sont... puis la gestion aussi, de trouver ce personnel-là, les gérer. L'aspect de grandir mon staff au bureau chef me permet d'avoir une plus belle culture. Les gens, ils travaillent ensemble. La dynamique est complètement différente. Je comprends. C'est très nourrissant, donc, à l'intérieur de l'équipe, de ne pas être isolé dans un produit, mais d'appartenir à la grande famille. Oui. Puis tout ça, ça fait que probablement les gens qui vous abordent sont soulevés dans la famille aussi, sont absorbés dans cette énergie-là. Veux-tu me parler de tes opérations? Tu es à Cowansville maintenant. Oui. Tu as commencé à Bromont, par contre. J'ai commencé dans mon garage à Bromont. Rapidement, écoute, on a eu un super beau succès. Donc, je dirais que l'espace a toujours été le frein de la croissance de l'entreprise. Donc, on était dans mon garage, on faisait la fabrication dans une petite école de rang de 1910 que j'ai convertie en salle de montre. Donc, j'ouvrais les samedis, petite boutique très charmante, puis les gens venaient choisir la sélection de leurs luminaires. Donc, rapidement, comme je disais, le garage est devenu... On a doublé le garage, on a mis un container dans la cour, il y avait du stock un peu partout chez nous pour finalement déménager à West Brom. Mon intention à West Brom était d'agrandir en évoluant avec l'entreprise. Puis, je me suis rendu compte en déménageant que finalement, j'ai déjà plus d'espace. Fait que rapidement, je voyais que c'était pas nécessairement la meilleure stratégie. On avait les mêmes problèmes. La compagnie était en croissance. On commençait à faire des hôtels. On n'avait pas de warehouse ou d'espace d'entrepôt. On peut pas shipper une palette à la fois, là. Fait que, encore une fois, je me suis mis à la recherche pour, évaluer si j'agrandissais à West Brom ou voir s'il y avait une bâtisse qui existait. Et là, je suis tombée sur l'ancien Loblaw à Cowansville. Un immense immeuble. 55 000 pieds carrés. Ça faisait combien de temps qu'il était fermé? Au moins 4 Ça faisait 6-7 ans. 7 ans, OK. Honnêtement, ça a été un coup de chance parce que je pense que la Brome-Missisquoi au complet se questionne encore aujourd'hui comment j'ai réussi à mettre la main. Plusieurs personnes ont essayé d'appeler. Ça a été, moi, je crois beaucoup aux la synchronicité. Oui, la synchronicité. Oui. Puis quand c'est dû pour arriver, mais tu sais, là, it was meant to be. C'était vraiment, c'était écrit... dans le ciel. C'était écrit dans le ciel. Fait qu'on s'est installé là. Maintenant, ça va faire 5 ans. Je pense que ça va faire 5 ans, ça va tellement vite. Puis, au début, c'était quand même une
grosse bouchée qu'on a pris tout seul, de diviser notre warehouse, notre usine dans cet immense espace. Donc là, on a trouvé des locataires qui se sont joints à nous. Puis dans l'espace en avant, avec la devanture vitrée qu'on reconnaît d'îlot blanc. Mm-hmm. Mais en fait, je me suis dit, je peux pas cloître ça. Là. Je peux pas. Il faut que je trouve un projet ou une façon de faire rayonner cet espace, puis avec cette lumière naturelle. Donc là est découlé l'atelier Destination Design, qui est un rassemblement de plusieurs entreprises connexes dans le design sous le même toit. L'entreprise locale, pour moi, est significatif de prendre soin de l'environnement. Pour moi, ça va de soi. Premièrement, on parle de déplacement ou de shipping beaucoup plus restreint, moins de manipulation. Puis ensuite, il y a tout le côté de l'emploi, garder l'argent dans notre communauté, uplift la communauté, offrir des choix. Bon, il y a un découlement là, sur plusieurs rayons, selon moi, qui fait que l'entrepreneuriat local, c'est bon pour l'environnement. Ton entreprise, as-tu eu à faire des choix à différents tournants pour rester de plus en plus écologique dans tes choix de matériaux ou autres? Et c'est constant depuis le début. C'est sûr que c'est un challenge. On essaye le plus possible d'utiliser toutes les matières qui sont recyclables pour tout ce qui est question d'emballage, donc les bulles de plastique. On est constamment en recherche de matériaux. En fait, en soi, on n'utilise que des matières recyclables. Donne-moi un exemple. On a acheté une machine pour récupérer le carton. Oui. Donc, on disjecte, excusez le terme. C'est parfait. On disjecte le carton qu'on ne peut pas réutiliser puis qui devient notre embourrage pour les boîtes, pour la livraison. Donc, ça, c'est un exemple. Est-ce qu'il y a encore du papier bulle? Ou on minimise le papier bulle? On minimise le papier bulle. Puis c'est un papier bulle qu'on a réussi à trouver qui vient de provenance recyclée. Donc, c'est sûr que des fois, c'est difficile de prendre ces décisions-là parce que ça vient un peu brimer à l'image de marque du produit. Puis le client n'est pas nécessairement conscient que c'est un produit qui est recyclable ou la bulle, elle va être bleue au lieu d'être transparente. Mais pour moi, c'est important de continuer à aller de l'avant. Puis c'est des petites choses qui font la différence. C'est sûr, c'est facile d'être influencé par de réduire les coûts. C'est sûr que c'est un investissement de plus, c'est de l'argent que ça coûte plus à l'entreprise d'avoir une tournure écologique. Par contre, ça fait partie de notre valeur. Authentique, oui. J'ai entendu un message. Donc, on prend ça comme exemple. Y a-t-il d'autres choses par rapport aux matériaux que tu choisis, les peintures, les méthodes? Je lance n'importe quoi parce que je suis curieuse de savoir, pour toi, ça a été quoi tes choix? Bien, tous les composants, je dirais 80% des composantes qu'on utilise sont dans un rayon de 30 km. C'est bon pour l'économie locale, ça. C'est très bon pour l'économie locale. Pour moi, c'est hyper important aussi. C'est notre façon de contribuer à tout ce qui est le sustainability, puis d'encourager les entreprises d'ici aussi. Donc, pour les ressources renouvelables, on parle de tous tes produits bruts qui sont extraits dans un rayon de 30 km? Oui. Exactement. Oui. Puis, la peinture? Y a-t-il des choses qu'on peut faire pour améliorer? Parce que je sais quand il y a un sheen, puis on parle de produits avec une petite laque dedans, est-ce que je me trompe? Ça devient un choix à faire qui est peut-être moins pour l'environnement, mais qui est... En fait, c'est de la peinture en poudre. Puis c'est dans les procédés de peinture, c'est celle qui est la moins nocive pour l'environnement. Donc, elle n'a aucune émulsion, il n'y a aucun métaux dur dans les composantes. Puis, donc, c'est ce qui existe le mieux pour l'environnement actuellement. Merveilleux. C'est une bonne chose. Puis, la pierre, les métaux... Tout ça vient de notre coin? La pierre, malheureusement, non. On n'a pas du onyx au Québec, mais on regarde pour travailler avec du granit. On est en train en pourparler avec d'autres entreprises, mais la matière de onyx, elle vient du Mexique. Alors, maintenant, ta nouvelle collection Chrome qui vient de paraître. Oui, on magnifique. Toujours des formes organiques en partie. Puis... Toujours des formes organiques. On s'amuse avec les matières beaucoup. Donc, on a la collection qui est toutes nos couleurs, qu'on a nos 60 couleurs. On a la collection qu'on vient d'intégrer l'année passée, le Onyx. Puis là, on vient tout juste de sortir aussi le Chrome. Qui est fait de miroirs, en fait. C'est une compagnie de Saint-Hyacinthe et qui est taillée à Cowansville par un vitrier. Puis, en fait, c'est des miroirs avec des teintes différentes qui sont découpées dans nos formes.
Wow, Maude, je suis tellement contente qu'on se soit parlé aujourd'hui. Ton entreprise prend de l'ampleur. Maintenant, ça va aussi aux États-Unis. J'ai vu que tu as fait un pop-up récemment. Oui. As-tu des plans dans le prochain 5 ans? 100%. On a des plans pour ouvrir des boutiques à Brooklyn. Ensuite, on va se concentrer vraiment sur la côte nord-est des États-Unis. Puis, bien entendu, on a un beau marché aussi en Californie. Je pense que la longévité de ton entreprise, déjà d'un start-up à maintenant, puis avec tellement de succès, et du fait qu'un message authentique, est-ce que je t'ai entendu dire, vient d'être authentique avec soi-même. Oui, complètement. Merci de ta visite en studio. Merci.